Comment peut-on être toulousaine à Québec? Ma communication porte sur de nouvelles normes dans la langue française comme voie constructive de liberté et d'égalité, car pas de liberté possible sans égalité. Pour ancrer cette communication dans la réalité concrète, je me permets d'évoquer deux souvenirs personnels qui me relient nostalgiquement au Canada. L'un date de 1983, époque de mon premier sujet de thèse sur la syntaxe de St. John Peirce que j'étudiais selon les analyses préconisées par Conrad Bureau. Analyse fonctionnelle appliquée à la stylistique et que je souhaitais faire à l'Université de Laval, où Conrad Bureau enseignait. Projet resté à l'état de vœu. En même temps, je faisais des économies pour participer à un colloque de la SILF, Société internationale de linguistique fonctionnelle, qui avait lieu à Québec. Et puis, au moment de m'inscrire, j'ai utilisé cet argent pour la restauration d'une vieille maison familiale dans la campagne française où je suis finalement resté 3 ans en ermitage à chercher la troisième articulation de la langue dans la foulée de la double articulation martinésienne. Je rappelle brièvement ce qu'est la double articulation du langage selon Martinet, en considérant le langage sous la forme d'une chaîne parlée. La première articulation est celle des monèmes entre eux, le monème étant la plus petite unité de sens. Les unités de sens s'articulent elles-mêmes en différentes unités distinctives, qui sont les phonèmes, unités de deuxième articulation. Cette troisième articulation, je suis finalement arrivé à la saisir seulement l'an dernier dans la rédaction de ma thèse intitulée « Femmes, hommes et parité communicationnelle, germination d'un nouveau genre ». Articulation que j'ai réalisée être plutôt une charnière entre la dimension syntaxique, dont les monèmes, sémèmes, lexèmes, correspondant aux morphemes anglais de Bloomfield, sont des éléments de sens et unités de discours. La dimension phonétique, dont les phonèmes sont les unités distinctives, et la dimension grammaticale qui consolide le tout, plutôt repérable à l'écrit, mais qui a aussi une correspondance à l'oral, et c'est la morphosyntaxe, dont les effets se laissent saisir principalement dans la différenciation de phonèmes et de graphèmes entre le féminin et le masculin en français, mais aussi dans la terminaison différente des verbes et pour marquer le nombre. Et je parlerai alors de gramème. Gramème avec un seul M se différencie du gramème 2M de Bernard Potier, et donc je dirai, comme définition encore provisoire, que c'est la plus petite forme graphique et ou phonique, éventuellement discontinue, permettant d'actualiser le passage d'une unité sémique à une unité de discours et identifiable par le processus de substitution. De même que, dans la mesure où c'est dans le champ de l'écrit en français que j'ai prélevé ma matière, j'ai nommé ce champ la francographie. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour me permettre de réaliser le souhait plusieurs fois préparé donc de venir au Québec. Le deuxième souvenir remonte à 1973 où j'avais rencontré à Londres une camarade québécoise avec qui nous parlions de notre langue commune et qui me disait que son français était le plus proche de son origine parce qu'il venait de la France du XVIIe. 1642, fondation de Ville-Marie de Montréal, selon mon encyclopédie. Et donc le plus vrai. Nous avions 20 ans à l'époque, et je n'avais pas commencé mes études de lettres et de linguistique, qui nous apprennent comment les langues évoluent. J'avais accepté son assertion comme une belle déclaration d'amour à notre langue commune, notre même terreau et notre royaume intime, dans cet environnement londonien où tout était anglophone, y compris son amie canadienne. Et la fierté de sa langue rejaillissait un peu sur la mienne que je refusais de faire connaître, parce que j'avais honte d'être française quand je voyais le comportement de mes compatriotes à l'étranger, mais aussi celui de mes congénères masculins sur le territoire français, et qui l'exportaient sur le sol anglais, tel ce Français qui se permit de m'adresser à ma chérie dans une rue de Londres, alors qu'il ne me connaissait pas, et à qui je répondis par un vibrant
Fucking French. Mais notre rapport à l'agression masculine diffère d'une femme à l'autre. J'en veux pour preuve ce passage lu dans une brochure à l'intérieur de la revue Atmosphère, publiée par Air Transat et offerte aux passagères du vol France-Montréal. Et je cite: « Sur le trottoir ou sur la plage, on sursaute toujours en entendant pour la première fois un parfait inconnu nous saluer par un suave « Hola, mi amor » avec le R qui n'en finit plus de rouler. » Et la journaliste poursuit: « Ce n'est pourtant qu'une simple coutume amicale que la chaleur des Caraïbes garde bien vivante. » J'ai coutume, pour ma part, de penser toujours réciprocité des échanges pour en vérifier la légitimité. Et l'appropriation de l'intimité de l'autre peut aussi bien être prise comme une agression, dont la créatrice sino-américaine Saïne permet de répondre par un tir meurtrier aussi bien que par un remerciement, au choix, dans le jeu vidéo qu'elle a conçu et où elle met en scène ce genre de répliques, toujours adressées par des hommes et toujours à des femmes. Et c'est la relativité de nos positions dans le monde et à l'intérieur d'un idiome commun que j'ai souhaité mettre en avant dans mon titre avec cette référence aux lettres persanes, détectable dans « Comment peut-on être toulousaine ?» Comment peut-on être persan, disent les Parisiens et les Parisiennes qui croisent Usbek le persan dans cet ouvrage de Montesquieu où il se met en scène sous la figure d'un persan qui voyage pour découvrir le monde. Ce « comment peut-on être persan » correspond à un « comment peut-on être différent, différente ?» Je me suis empêché d'entrer en détail dans l'œuvre de Montesquieu, parue en 1721, qui a fourni à son Usbek un sérail dont il parle assez longuement pour nous donner l'occasion d'un double regard. Je garde cette perspective pour plus tard, car je ne travaille pas encore le genre en littérature pour l'instant, mais seulement en sciences de l'information et de la communication. Ainsi, je prends ce « comment peut-on être persan » comme prétexte à déclinaison linguistique et actualisée pour pointer la subjectivité de la parole dans un idiome dont certains grammaires correspondent au sexe et dont la prononciation peut différer d'une région à une autre à l'intérieur d'une même aire linguistique. J'avais intitulé ma première intervention sur le sujet auprès de mon équipe de Mediapolis et ensuite auprès d'étudiantes et d'étudiants en arts et communication à Toulouse, comment peut-on être persane ? C'était suite à la présentation d'un élément de mon corpus de thèse qui m'a servi de matrice méthodologique pour révéler le genre apparent et non apparent qui renvoie au sexe en tant que trait de sens dans le lexique et qui renvoie à la catégorie grammaticale du genre dans les adjectifs et participes passés. Non sans avoir au préalable révélé le genre commun qui désigne les formes communes que peuvent prendre les féminins et masculins en français, que ce soit dans les noms, les adjectifs ou les articles, dits aussi déterminants, le trait de sexe étant alors non apparent. Exemple, moi, célibataire, rebelle, optimiste, nostalgique, troisième, photographe, les, leur, au, etc. Genre commun qui pourrait s'appliquer à l'accord et qui pour les noms pourrait s'appeler plutôt genre complexe. Mon inspirateur est ici Roland Barthes dans sa leçon inaugurale de 1977 au Collège de France, et qualifier ainsi des substantifs que l'on pourrait dire non complexes, NOMS bien sûr, pour pouvoir conserver la distinction entre non commun et non propre. J'avais terminé la communication en Artecom avec une réponse que je souhaite à présent rectifier, prolonger et développer. L'intérêt de la communication était de faire prendre conscience d'une réalité souvent non remise en question parce qu'elle est vécue comme un dispositif qui a formé notre conscience au point que notre inconscience y est adaptée, dispositif qui ne situe pas les hommes et les femmes à égalité dans la communication, c'est-à-dire non seulement dans l'expression individuelle et collective, mais dans l'information qui ne peut ainsi jamais être objective. Il va de soi que la règle du masculin qui l'emporte étant une règle idéologique, forgée au long des siècles, je ne peux déontologiquement pas l'adopter pour mon expression, pas plus que pour l'information de mes congénères, car cela devient alors
une désinformation. Mais dès qu'un problème surgit, c'est qu'il y a une solution. Plusieurs solutions peuvent se présenter d'elles-mêmes. Il est nécessaire de les tester pour éprouver leur solidité. Le tout est de trouver la bonne. Pour avoir cherché pendant quelques 10 ans l'outil adéquat pour l'expression de la diversité sexuée, selon le titre de ma communication au colloque de la SILF à Corfou en 2010, mais qui n'a été publié qu'en 2013, colloque où j'ai pu bénéficier des lumières d'Anne-Marie Oudebine et Eric Weider, qui m'ont indiqué l'ouvrage de Daniel Elmiger, où il passe en revue les différentes formes graphiques pour introduire la diversité des genres à l'écrit, j'ai découvert ce point médian, que je nomme dorénavant point d'altérité, que Daniel avait recueilli dans une revue suisse où, m'a-t-il dit, il ne le revoit plus à présent. Mais ce point a été sauvé de l'oubli par Daniel, par Christine Delphi, qui l'utilise dans ses écrits, et par Céline Labrosse, qui le répertorie sur son site. Par d'autres aussi, je l'ai appris depuis à Montréal. Par d'autres, en Suisse en particulier, bien sûr. Je l'ai appris à Montréal. De mon côté, je le diffuse et l'enseigne comme le Graal d'un nouveau monde, qui permet à la différence biologique première d'être garante de l'égalité de reconnaissance, de considération et de valeur des êtres humains, non pas en tant qu'alter ego, mais en tant qu'alter égal. Ainsi, j'ai adopté ou adapté l'acception identité visuelle pour ce que j'ai nommé le genre apparent, qui correspond au trait sémique de sexe, première différence visuelle entre les catégories du genre humain, correspondant à une éventuelle différence visuelle et ou auditive dans la langue française. À Toulouse, il peut être question de toulousaine pour désigner une maison typique de la ville, alors que toulousain ne peut renvoyer qu'à l'individu. Ainsi, pour désigner l'individu féminin autant que masculin, je suggère d'avoir recours au générique toulousain, point d'altérité, E. Mais quelques jours à Montréal m'ont permis de confronter le point de vue que j'avais aiguisé à Toulouse à une autre réalité francographe. Et la première fut celle-ci. Achat de titres au changeur ou à la distributrice. Ainsi, le genre apparent ne renvoie pas forcément au sexe. Cependant, le changeur dont il est question, est-ce une machine ou un homme? Je reconnais avoir eu la tentation d'interpréter ce masculin comme un générique qui renvoyait à un individu et la distributrice renvoyant à la machine que l'on appelle en France un distributeur. La distinction humain-non humain peut se faire désormais avec l'introduction de ce point médian que j'avais d'abord appelé point de l'altérité et qui est à présent diffusé sous la forme abrégée point d'altérité. En effet, la virtualité de l'humain renvoyant à la virtualité du sexe, c'est la naissance du genre complexe dont Barthes se plaignait qu'il n'exista pas en français et qui dorénavant peut apparaître. Si nous avons affaire à un humain, nous aurons changeureuse et distributeurice. De même que la distinction entre la maison toulousaine et l'individu générique toulousain se fera avec la présence du point d'altérité, de même la différence entre l'avocat qui se mange et le générique qui plaide. Ainsi, dans les exemples relevés au cours de ma déambulation passée à Montréal, l'introduction du point d'altérité permettrait que les étudiantes se sentent autant concernées que les étudiants par la possibilité de se faire photographier, ou d'être encouragés dans leurs rêves et leurs ambitions, que les clientes ne soient pas exclues des sièges qui semblent pour l'instant réservés à la seule clientèle masculine, et enfin, que les courtières soient reconnues au même titre que les courtiers. Autrement dit, l'introduction de ce point qui a la fonctionnalité d'un graphème, c'est-à-dire d'une unité graphique distinctive, permet d'éliminer la discrimination dans la communication et de clarifier l'information en permettant à la langue française de jouer son rôle égalitaire et au masculin de prendre sa place sans étouffer le féminin en voulant l'embrasser. Dans les exemples relevés, l'existence des femmes est ignorée et personne ne peut certifier si c'est volontaire ou non. Le point d'altérité permet de lever l'incertitude. Focalisée que je suis sur le féminin et le masculin dans la langue, et curieuse de repérer des différences grammaticales si elles existent à l'intérieur de nos aires francophones, j'ai relevé dans cet affichage un passage qui m'a intrigué. Je me suis demandé si c'était une coquille, l'absence de E à la fin de plein, ou bien si c'était le mot ascension qui était masculin au Québec. Après tout, le genre des objets est arbitraire, et certains mots ont vu leur genre changer d'une époque à une autre. Pourquoi le genre ne changerait-il pas d'une région à une autre, comme je venais de m'en rendre compte pour distributeur en français, de France,
et distributrice en français de Montréal, car les dictionnaires ne servent à fixer et homogénéiser les usages qu'à partir d'une centralisation nationale. Enfin, dans la mesure où pleine ascension au féminin et pleine ascension au masculin se prononcent pareil, je me suis demandé si, dans le cas où ascension serait quand même féminin, c'est-à-dire si l'on parle d'une ascension et non d'une ascension, et ici la prononciation est différente, cette oblitération du E serait volontaire, effet d'une paresse que d'autres interpréteraient comme une économie linguistique. Et l'occasion m'est ainsi donnée de présenter cette lettre E, sans laquelle Georges Perec est tout de même arrivé à écrire un roman de quelques 300 pages, dont la prononciation est une des caractéristiques de différenciation entre le parler dit parisien, le parler dit standard et le parler du sud de la France dont Toulouse fait partie. Cette lettre, parfois considérée comme la caractéristique du genre féminin parce qu'elle permet de préciser l'accord au féminin, peut être aussi considérée comme la caractéristique du genre masculin puisqu'elle marque le déterminant masculin, le, face au déterminant féminin, la. Je dirais pour ma part que cette lettre est en français le grammème par excellence. Et c'est la poésie versifiée avec ses contes de pied qui nous assure de la solidité et de l'importance de cette lettre puisqu'elle détermine non seulement la rime dite féminine à l'œil, voire âme en fin de vers, mais qu'elle transmet également le sens à l'oreille, voire force dans le vers de Lamartine. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Pour terminer, je relève dans le hall tout proche de notre salle quelques clichés où apparaît à l'évidence la volonté d'en découdre avec le masculin qui impose son embrassade asphyxiante. Cet expulsé me renvoie bien sûr au motivé toulousain, mouvement créé pour les élections de 2002 à Toulouse, ou encore à ce colloque de 2010 et à cet affichage récent devant les grands lycées toulousains. Mais ce double tiré renvoie aussi aux parenthèses administratives. Pourquoi séparer la marque du pluriel de celle du féminin? Ce sont des marques grammaticales qui ont l'habitude d'être accolées. Le graphème S du nombre est identique au féminin et au masculin, et le féminin n'est pas un cas particulier de la nature humaine. Il est un de ses éléments fondateurs. Le mettre en exergue ou entre parenthèses revient à le spécifier comme un cas particulier alors qu'il appartient à la généralité de l'être humain. Ici, le déploiement de l'écrit révèle une louable volonté d'affirmation, mais se heurte à l'oralisation que nous pourrions en faire et qui se trouve être la répétition du même mot. Le participe passé du premier groupe se dit de la même façon au féminin, au masculin, au singulier comme au pluriel. Enfin, le dernier cliché appelle plusieurs remarques. Du point de vue de l'accord grammatical du mot composé vice-recteur, le grammème S tend à faire passer le premier mot pour un nom, alors que l'invariabilité lui donne son caractère adverbial, recteur à la place du recteur. Je note également que seul le masculin est présent. Nous en conclurons que la présidence est tenue par un homme, de même que toutes les vice-présidences sont assurées par des hommes. Aucune rectrice ni vice-rectrice n'est mentionnée en effet. En revanche, pour ce qui est des agents, agentes et employés, la lettre du pluriel à la fin de agent et de employé tend à faire de l'ensemble un mot composé dont le second élément est orphelin de son radical. Le tiré en francographie permet en effet d'unir deux mots qui par ailleurs fonctionnent de façon autonome. Je fais ici des propositions avec l'utilisation du genre complexe. Conclusion, l'important est non seulement de se comprendre, mais aussi de respecter la diversité de l'humain que notre langue française peut très bien prendre en charge, puisqu'elle est elle-même construite sur le système binaire du masculin et du féminin comme étant les deux piliers de son fonctionnement qui peuvent dorénavant apparaître à égalité quand ils désignent les êtres humains. Le point d'altérité en est le graphème représentatif. Et voici les différentes façons de trouver ce signe dans nos différents traitements de texte. Le pluriel linéaire, qui n'est que masculin ou que féminin, peut très bien s'entendre avec un pluriel complexe, dont le point d'altérité serait le signe, dans les accords comme dans les substantifs. Ce pluriel complexe, pouvant se décliner au singulier, il permet en outre de préserver la virtualité des sexes et d'être employé, par conséquent, comme un générique au singulier. Je vous remercie.